J'aimerais vous présenter les docteurs Mona Gupta et Karine Igartua. Madame Igartua est présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, l'AMPQ, depuis 2013 et médecin psychiatre au Centre universitaire de santé McGill depuis 20 ans. Dr Igartua pratique principalement l'urgence psychiatrique au COSUM et à Musique, une clinique spécialisée qu'elle a cofondée pour aider les personnes aux prises avec des difficultés entourant l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Depuis le début de son premier mandat, l'AMPQ a émis plusieurs énoncés de position sur des enjeux de société, notamment les expertises médico-légales, la légalisation du cannabis et plus récemment sur la détresse chez les jeunes avec la formation du mouvement Alphas Connecté. Le Dr Mona Gupta est médecin psychiatre, présidente du comité aviseur sur l'aide médicale à mourir à la MPQ. Médecin psychiatre au CHUM et chercheuse régulière au CRCHUM à Montréal. Dr Gupta est également professeur agrégé de clinique au département de psychiatrie et d'addictologie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. La large thématique de ses recherches porte sur l'interaction entre l'éthique et l'épistémologie en psychiatrie. Actuellement, Dr Gupta mène un projet de recherche subventionné par les IRSC sur l'exploration de la souffrance psychique dans le cadre d'une demande d'aide médicale à mourir. Elle est aussi activement impliquée dans la communauté biotique en tant que présidente du comité de bioéthique du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et rédactrice senior de la revue Philosophy, Psychiatry and Psychology. Dr Gupta et Dr Igartua, à vous la parole. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Bon, merci. Donc, merci de nous avoir accueillis. Je vais débuter la présentation du point de position de l'Association des médecins psychiatres. On nous avait interpellé tant la Commission des soins de vie que le Collège des médecins à la fin 2019, bien avant la pandémie, pour nous demander de l'aide à réfléchir sur cet enjeu qui est l'aide médicale à mourir pour les patients souffrant de troubles mentaux. Et on a donc mis sur pied un comité qui est présidé par la Dr Gupta, qui, comme vous le savez, est une experte dans le domaine et qui a aussi eu des représentations de psychiatres avec diverses sortes de pratiquants dans divers milieux, tant universitaires qu'en régions éloignées et avec différentes clientèles aussi. Nous avons aussi eu sur le comité un patient partenaire et un représentant des familles. Donc, on voulait vraiment se pencher. C'est un comité qui s'est rencontré pendant plusieurs mois pour amener ce document que je vous présente aujourd'hui. Je sais qu'il y a certains membres du comité qui sont ici aujourd'hui, donc je les salue et je les remercie en votre nom aussi. Donc, le contexte légal, vous en avez entendu beaucoup parler déjà ce matin. En fait, la question qui demeure, plusieurs sont d'accord pour dire que le projet de loi C7 serait discriminatoire s'il exclut d'emblée les troubles mentaux comme seul problème invoqué. En tout cas, ça se discute au Sénat en ce moment. La question pour nous, c'est est-ce qu'il y a des motifs valables pour créer cette discrimination? Pourquoi donc est-ce qu'un législateur proposerait une loi qu'il soupçonne, s'il ne sait pas d'emblée, d'être discriminatoire? En fait, on a des valeurs qui sont différentes, mais on espère compatibles et on va essayer de les ramener ensemble au cœur de cette présentation-là. Donc, d'un côté, il y a la peur de victimiser une population qui serait vulnérable, une population qui pourrait potentiellement être inapte ou qui pourrait demander l'aide médicale à mourir comme une façon de se suicider. Donc, on a aussi peur que ça pourrait être une réponse au manque de services. Et donc, on a une inquiétude de ce côté-là qui est tout à fait compréhensible. D'un autre côté,
de mettre une distinction spécifiquement pour un diagnostic comme ça revient à stigmatiser de nouveau la maladie mentale. C'est une façon de délégitimer la souffrance, donc de dire en quelque sorte que les gens qui souffrent avec des problèmes mentaux auraient une souffrance qui serait moins réelle ou moins acceptable qu'une souffrance physique. Et ça serait aussi de bafouer leur autonomie en disant d'emblée, ben, vous ne pouvez même pas faire la demande. Donc, on va essayer de voir comment on peut tirer du meilleur des deux et essayer de protéger le plus la population qui est vulnérable tout en respectant l'autonomie des patients qui ont tout à fait ce qu'il faut pour prendre des décisions pour leur propre détermination de leur sort. Donc, je vais passer à travers quelques questions que le comité, sur lesquelles le comité s'est penché pour essayer de vous montrer un petit peu comment on a réfléchi par rapport à la notion d'aide médicale à mourir. Donc, la première, c'est la question de l'aptitude de l'aptitude de la personne à consentir. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'une personne qui est aux prises avec des troubles mentaux puisse consentir de manière libre et éclairée? Donc, le libre et éclairé, c'est un libellé qu'on retrouve souvent en médecine. Qu'est-ce que ça implique? Bien, libre implique sans pression extérieure, ce qui est donné de façon volontaire, et éclairé implique l'aptitude. Donc, je vais commencer avec l'aptitude, puis je reviendrai à la liberté par la suite. Comment est-ce qu'on évalue l'aptitude? Bon, il y a des critères cognitifs qui sont les mêmes pour tous les patients. Donc, la capacité de bien comprendre l'information, donc comprendre quelle est la maladie, quels sont les traitements qui sont possibles, quels sont les traitements alternatifs. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que l'AMM, quel est l'objectif de l'AMM et comment elle se déroulerait? Est-ce que la personne comprend les avantages et les inconvénients de d'autres traitements potentiels et est-ce qu'elle comprend comment l'AMM pourrait se dérouler. Donc, est-ce qu'elle est capable de comprendre l'information, de l'apprécier, de se l'approprier pour elle-même, de le raisonner dans ses circonstances de vie et d'exprimer clairement son choix. Donc, ça, c'est les habiletés cognitives qu'on connaît toujours. Il faut, quand on parle des troubles mentaux, aussi penser à comment un trouble psychiatrique pourrait compromettre la prise de décision sans nécessairement affecter la fonction cognitive. Je vous donne quelques exemples. Si on parle du patient qui a un trouble alimentaire, qui a une anorexie sévère, cette personne pourrait préférer mourir que d'être grosse. Donc, dans ce cas-ci, on a un symptôme du trouble qui vient interférer avec la capacité de jugement. On pourrait aussi penser à quelqu'un avec une psychose qui entend des voix qui lui disent qu'il doit mourir pour sauver la planète. À ce moment-là aussi, il n'y a pas nécessairement une difficulté cognitive, mais on a des symptômes qui pourraient venir rentrer qui pourraient rentrer en jeu. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que les patients avec des maladies mentales sont toujours inaptes. Au contraire, bien souvent, les personnes sont très aptes, mais que si on a un doute par rapport à l'aptitude, peut-être que le principe de précaution dit qu'on s'abstient à ce moment-là de procéder à l'aide médicale. Il faut comprendre aussi que la question d'aptitude, elle est déjà présente parce que pour des patients qui ont un trouble physique et un trouble mental, et on pourrait argumenter que c'est en fait des cas encore plus complexes que des patients qui auraient juste un trouble mental comme seul problème invoqué. Donc, on a déjà pour des gens qui ont des comorbidités mentales et physiques, ces gens-là ne sont pas exclus de la loi et donc on doit évaluer leur aptitude. Et encore là, si on a un doute sur l'aptitude, ben, on s'abstient de procéder à l'aide médicale à mourir, mais on ne dit pas d'emblée qu'on ne peut pas évaluer leur aptitude. Donc, ça, c'est pour l'aptitude. Pour ce qui est de la liberté, donc, libre implique sans pression extérieure. Donc, on ne veut pas que l'AMM soit une réponse à une pression soit des pairs ou du système de santé ou de la société parce qu'on manque de traitement, parce qu'on manque d'accès à l'hébergement adéquat,
parce qu'on sent qu'on est un fardeau pour nos proches ou nos proches nous font sentir qu'on est un fardeau. Donc, c'est vraiment important que l'AMM ne devienne pas une option de dépit par manque de ressources. Et ça, vous voyez depuis des années que l'Association des médecins psychiatres se bat pour qu'on ait des meilleurs accès aux ressources, tant en première qu'en deuxième ligne, pour toute la gamme de la clientèle qui a des troubles mentaux. Je vais m'arrêter là pour cette diapo. Je vais continuer avec une autre question qui nous amène souvent, qui est comment déterminer que le désir de mourir exprimé par un patient atteint de trouble mental est une décision mûrement réfléchie et non pas un symptôme de la maladie mentale elle-même. Donc, la première chose qu'il faut dire, parce qu'on a tendance à mettre ces deux choses-là ensemble, maladie mentale égale idée suicidaire, ce n'est pas le cas pour toutes les maladies mentales. C'est un symptôme connu de la dépression, par exemple, et ça peut être un symptôme de d'autres troubles mentaux, mais ce n'est pas un symptôme d'emblée de tous les troubles mentaux. Donc, d'une part, il faut commencer par défaire cette association-là qu'on a avec suicide, avec trouble mental égale suicidaire, parce que c'est absolument pas toujours le cas. D'ailleurs, dans plusieurs troubles anxieux, une partie de l'anxiété peut être la peur de mourir. Donc, comment on fait pour distinguer? Bien, on regarde dans quel contexte la demande est formulée. Est-ce que c'est une demande qui est formulée de façon rationnelle, réfléchie, au long cours, ou au contraire, est-ce que c'est une demande qui est formulée suite à une crise aiguë? Je vous donne quelques exemples encore là. Un patient avec une dépendance à l'alcool qui se présente à l'urgence, il est sous, il demande l'aide médicale à mourir parce qu'après avoir reçu son chèque, il a fugué encore du centre de désintox, il s'est mis à boire et là, il en est à sa 1e rechute d'alcool. Mais en ce moment, il est en crise. Donc, ce n'est pas un moment pour évaluer l'aide médicale à mourir en ce moment. C'est un moment de décoder le « j'ai envie de mourir » à « je souffre et aidez-moi dans ma souffrance ». On pourrait aussi penser à quelqu'un qui, suite à une rupture amoureuse, on le voit souvent chez les adolescents, c'était l'homme de ma vie ou c'était la femme de ma vie, je ne peux pas vivre sans elle, si elle ne sera pas avec moi, je veux mourir. Donc, encore là, on est dans une crise relationnelle. Ce n'est pas le temps non plus d'envisager l'aide médicale à mourir. Je vous ai parlé des hallucinations tantôt. Des fois, on a des patients qui arrivent à l'urgence, ils veulent mourir parce qu'ils ont un délire paranoïde, ils sont convaincus qu'ils vont se faire attraper par un organisme quelconque, la mafia ou un autre organisme, et ils ont vraiment peur qu'ils vont être torturés et ils préfèrent mourir que d'être torturés. Évidemment, on n'est pas dans de l'aide médicale à mourir dans ce contexte-ci, on est dans traiter des symptômes aigus. L'autre façon qu'on peut évaluer les demandes de mourir, c'est de demander mourir, ça changerait quoi pour la personne qui envisage la mort? Est-ce que c'est pour soulager une souffrance ou c'est pour d'autres choses? Soulager une culpabilité, une honte, une solitude? Est-ce que c'est pour éviter d'être un fardeau? Est-ce que c'est une façon d'exprimer une colère parce qu'il y a quelqu'un qui nous a trahis d'une façon ou d'une autre? Donc, c'est une façon de comprendre le désir de mort, c'est de demander mourir changerait quoi? Une autre chose qu'on doit réfléchir, c'est que si une demande d'aide médicale à mourir est adressée à un psychiatre, on doit se questionner, est-ce que c'est une question dans le cadre de la relation thérapeutique? Est-ce que c'est une façon de demander au psychiatre, est-ce que tu as perdu espoir ou est-ce que tu m'abandonnes? Donc, il faut aussi prendre en compte le relationnel dans cette demande-là, mais c'est des choses avec lesquelles les psychiatres sont habitués de jongler, évidemment. Je vous le disais tantôt, ce n'est pas toutes les maladies mentales qui ont des idées suicidaires associées, mais dans le cas du patient qui est devant nous, qui fait la demande, est-ce qu'il y a eu présence d'idées suicidaires antérieures et est-ce que c'était des idées qui étaient ce qu'on appelle égosyntones, c'est-à-dire que le patient trouvait que c'était parfaitement normal d'avoir ces idées-là, ou au contraire égodistones, c'est-à-dire est-ce que le patient sentait que ces idées-là étaient intrusives et n'avaient pas d'affaires là. Est-ce qu'il y a eu des agirs dans le passé ou non? Est-ce qu'il y a eu des tentatives suicidaires? Donc, c'est toutes des choses qu'on va prendre en compte quand on va essayer de distinguer est-ce que la personne fait une demande rationnelle de cesser de souffrir ou est-ce que c'est plutôt la phase suicidaire.
L'autre question qui nous est amenée souvent, c'est comment évaluer la souffrance qui est liée à une maladie mentale. On a cette espèce de préjugé dans notre société qu'une souffrance physique est comme plus légitime qu'une souffrance psychique. Or, en fait, il n'y a même pas de raison scientifique ou biologique de penser ça, parce que quand on regarde les études sur la douleur, on se rend compte en fait que tout passe par les mêmes canaux dans le cerveau, là, les mêmes connexions se font, que ce soit une douleur physique ou une douleur psychique. Donc, ce n'est pas tellement une question de douleur, mais plutôt une question de souffrance, qui est un concept plus large que celui de la douleur. Donc, au niveau de la souffrance, qu'est-ce qui peut contribuer à la souffrance? Bien, évidemment, il y a la maladie et les symptômes. Donc, je vous donne l'exemple de symptômes qui peuvent causer de la douleur. Ça peut être un symptôme d'une compulsion, comme dans un trouble obsessif-compulsif, quelqu'un qui a besoin de se laver les mains plusieurs fois par jour parce qu'il a peur de se faire contaminer. Puis là, je ne parle pas juste en temps de COVID, là, mais je parle en temps normal. Et on n'est pas juste en train de se laver les mains quand on rentre ou quand on sort, mais on se lave les mains 4, 5, 6 fois à chaque fois. Donc, ça fait que dans la journée, c'est une cinquantaine de fois, on se finit par avoir les mains gercées. Ça crée même une douleur physique au niveau des mains, mais ça peut aussi créer des limitations fonctionnelles. Donc, si je garde mon cas de mon TOC qui a peur d'être contaminé, ça se peut qu'il y ait de la misère à sortir de chez eux parce qu'à chaque fois qu'il sort, il a l'impression d'être contaminé. Il ne peut pas prendre un taxi parce qu'on ne sait pas qui s'est assis là avant, ça pourrait être contaminé aussi. Donc, ça implique que c'est difficile de sortir de la maison. Ça peut impliquer que c'est difficile d'aller travailler aussi parce que si on a un contact avec le public, on pourrait encore là se faire contaminer, puis on ne peut pas aller se laver les mains à toutes les 30 secondes au boulot. Donc, on a les symptômes qui causent une souffrance, puis après ça, les limitations fonctionnelles qui en découlent, qui eux aussi causent une souffrance. Mais on a aussi toutes sortes d'autres facteurs qui vont colorer la souffrance. Donc, les déterminants sociaux. Donc, est-ce qu'on se sent discriminé parce qu'on a un trouble mental? Est-ce qu'on est discriminé? Et puis, est-ce qu'on a internalisé cette discrimination-là? C'est-à-dire qu'on se sent qu'on a moins de valeur parce qu'on a un trouble mental plutôt qu'un autre genre de trouble. Il y a aussi toutes les situations familiales, sociales qui peuvent embarquer. Il y a le nombre de deuils, les expériences de perte. Donc, tout ça va venir moduler l'expérience de la souffrance. Et évidemment, le trouble mental peut aussi, lui, moduler l'influence de la souffrance. Donc, le typique, c'est le patient déprimé. Un des symptômes de la dépression, c'est le désespoir. Donc, même si on est dans une situation où on a une dépression qui est parfaitement traitable, le patient pourrait percevoir que sa souffrance est irrémédiable parce qu'il est dans un mouvement de désespoir. Et ça m'arrive souvent de dire aux patients, je sais que vous n'avez pas d'espoir parce que c'est normal, le désespoir, c'est un symptôme de votre maladie, mais moi, j'ai de l'espoir pour nous deux. Puis j'ai vu plein de gens passer par ce que vous avez passé et vous allez voir, on va s'en sortir. Donc, c'est de faire la distinction entre le désespoir qui est le symptôme de la souffrance et une appréciation beaucoup plus réelle de sa situation. Donc, ça nous amène à comment est-ce qu'on confirme l'aspect incurable ou irréversible d'une maladie ou d'un trouble mental. Vous savez, hors de la fin de vie, il est difficile de prédire l'évolution de plusieurs maladies, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales. Donc, ce n'est pas une question de est-ce qu'on a une certitude à 100%. C'est la question, c'est quel est le degré de certitude avec lequel on est confortable pour procéder et comment est-ce qu'on fait pour avoir le plus de certitude possible. Donc, quels sont les aspects qu'on va évaluer, étant donné qu'on n'a pas un marqueur biologique là, qui nous dit que c'est tel ou tel problème? On va regarder la durée de la maladie. À quel point est-ce que la maladie est chronique versus épisodique et à quel point est-ce qu'elle va en se dégradant? Est-ce que les symptômes sont de plus en plus sévères avec le temps? Est-ce que l'incapacité fonctionnelle est de plus en plus sévère? Est-ce qu'il y a eu des mécanismes d'adaptation qui ne fonctionnent plus en ce moment? Donc, quelle est l'évolution dans le temps de la maladie et quelles sont les tentatives de traitement qui ont été essayées et quel a été le résultat de ces tentatives-là? Donc, pardon, incurable ou irréversible, vous comprenez que dans ce cas-ci, on n'est pas devant quelqu'un qui en est à son 6 premiers mois avec une maladie mentale. On en est à quelqu'un qui a plusieurs années
d'expérience de maladie et de tentatives de traitement. Comment est-ce qu'on sait s'il y a eu assez de traitements? La question qu'on nous pose, et je pense qu'on l'a posée ce matin à la conférencière, c'est est-ce que tous les traitements doivent avoir été essayés pour qu'une demande soit recevable en aide médicale à mourir? Mais je pense que je donnerais la même réponse qui a été donnée ce matin, c'est-à-dire, oui, il existe toutes sortes de traitements, mais les traitements ont des fois des effets secondaires qui peuvent être plus ou moins importants pour chaque patient. Je donne l'exemple des électrochocs. Un des problèmes avec les électrochocs, c'est que ça peut créer des difficultés de mémoire ou une espèce de sentiment d'être moins habile intellectuellement, ce qui peut être un effet secondaire absolument intolérable pour quelqu'un qui aurait toujours, se serait toujours valorisé par son intellectuel. Je pense par exemple à un professeur d'université ou quelqu'un qui a toujours travaillé avec sa tête, pour qui ne pas avoir sa tête, ça serait absolument impossible, versus quelqu'un qui aurait peut-être plus, ce serait plus défini par ses relations, par son travail manuel, pour qui l'intellect, c'est moins important. À ce moment-là, peut-être que les ECT, ça devient un traitement qui est acceptable. Donc, la position que le comité a amenée, que notre CA a entériné, c'est une espèce de position d'équilibre où on considère l'ensemble des circonstances cliniques et on regarde ce que la personne serait prête à faire à la lumière des probabilités de succès et des effets secondaires dans sa condition spécifique à elle. Donc, si on se dit que le législateur finit par décider qu'il ne va pas mettre une croix d'emblée, il ne va pas discriminer selon un diagnostic. Ah oui, avant de passer à ça, il faut que je fasse un petit laïus sur le diagnostic comme tel. Vous savez, en psychiatrie, un diagnostic n'est pas garant d'un prognostic. De la même façon que quand on parle de cancer, on ne peut pas mettre tous les cancers ensemble et dire tous les cancers sont incurables ou tous les cancers sont curables. Il y a des gens pour qui un diagnostic de cancer va impliquer 6 mois de chimiothérapie et après ça, on retourne à la vie normale. Et il y a d'autres personnes pour qui ça va être un diagnostic fatal, un diagnostic qui va amener la personne vers la mort et à reconsidérer son profil de vie. Donc, c'est la même chose en psychiatrie. On ne pourrait pas choisir certains diagnostics et dire, par exemple, la dépression est incurable ou la dépression est curable, la schizophrénie est curable ou incurable, parce qu'on a dans tous nos différents diagnostics des gens qu'on est capable de traiter et d'alléger leur souffrance et même d'atténuer tous leurs symptômes afin qu'ils aient une vie parfaitement normale. Et on a des gens qui, malgré l'accès à tous les traitements possibles, n'arriveront pas à avoir un soulagement. L'autre petit commentaire que je voulais faire avant d'arriver à la trajectoire de soins, c'est un commentaire sur l'accessibilité. Vous savez, souvent, même la semaine dernière, il y a 2 semaines, on était dans les médias pour décrier le manque d'accès aux soins en soins en santé mentale, que ce soit en première ligne, qu'en deuxième ligne ou en hébergement ou en hospitalisation. C'est vrai qu'il y a un manque global d'accès. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a un manque global d'accès que tous les patients vont manquer d'accès. Et d'ailleurs, ce qu'on nous reproche souvent, c'est la difficulté d'entrer dans le système. Mais pour les patients les plus malades, une fois qu'ils rentrent dans le système, ils ont souvent accès à des traitements vraiment de fine pointe, que ce soit des psychothérapies, de la médication, que ce soit la stimulation magnétique transcrânienne, les électrochocs ou même des essais de kétamine. Tout ça se fait au Québec. Donc, on a vraiment des traitements de fine pointe. Et malgré ces traitements-là, des fois, on n'arrive tout simplement pas à soulager. Donc, ce n'est pas parce que certains manquent d'accès que tout le monde manque d'accès et qu'on devrait mettre une croix sur toute la clientèle. Donc, je termine mon laïus, je reviens à ma présentation. Donc, quelle pourrait être la trajectoire de soins vers l'aide médicale à mourir pour un patient psychiatrique? Donc, ça rejoint un petit peu une question qui a été posée tantôt à Dr. Bureau par rapport à l'évaluation prospective versus rétrospective.
En fait, ce qu'on proposerait, c'est une proposition, là, on ne tient pas nécessairement à cette formule exacte-là, mais le concept d'avoir un bureau régional ou quelque organisme quelconque qui va faire de la surveillance prospective. Donc, pour s'assurer d'une part que les évaluations sont bien faites, mais aussi s'assurer qu'aucun clinicien n'est laissé à lui-même, qu'il va pouvoir avoir l'aide qu'il faut pour prendre les décisions et s'assurer que l'accès aux évaluateurs pour l'AMM est disponible partout et que le processus se déroule bien. Donc, vraiment l'importance pour nous d'une surveillance prospective. L'évaluation prolongée, donc on n'est plus ici dans une situation de fin de vie, on est dans une situation où la fin de vie n'est pas prévisible, donc on a le temps de réfléchir et je pense que dans ce cas-ci, c'est important. On veut que la famille soit impliquée autant que possible, que l'évaluation multidisciplinaire se fasse avec tous les intervenants psychosociaux qui sont au dossier. On demande 2 psychiatres. On s'est questionné beaucoup parce qu'on sait qu'on est en pénurie de psychiatres au Québec, mais on s'est dit, au Québec, si on veut garder quelqu'un à l'hôpital contre son gré, ça prend l'évaluation de 2 psychiatres. Donc, on s'est dit, on ne peut pas tomber en bas de ça comme critère pour l'aide médicale à mourir. Donc, si ça prend 2 psychiatres pour garder quelqu'un à l'hôpital 21 jours, on pense que c'est raisonnable de demander l'évaluation de 2 psychiatres pour une évaluation d'AMM. Si jamais il y avait un désaccord entre ces deux psychiatres-là, on pourrait, par mesure d'exception et de prévention, dans un éventuel désaccord, amener un 3e médecin à se pencher sur l'évaluation. Donc, pour résumer la position de l'Association des médecins psychiatres du Québec, on n'entend pas promouvoir l'aide médicale à mourir. Par contre, on veut reconnaître la souffrance des patients et on veut reconnaître leur autonomie. On veut contribuer à éliminer la discrimination qui se vit face aux patients qui ont des troubles mentaux. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un diagnostic qui peut amener un prognostic en psychiatrie, donc on ne peut pas se baser sur un diagnostic spécifique, mais plutôt sur l'ensemble des circonstances cliniques que présente chaque patient dans chaque circonstance. Donc, c'est les circonstances cliniques qui doivent vraiment déterminer l'admissibilité à l'aide médicale à mourir pour tous les patients, qu'ils aient des troubles mentaux ou des troubles physiques. C'est l'ensemble des circonstances cliniques qui sont importantes. Donc, plutôt que d'exclure d'emblée les patients avec un trouble mental, on propose plutôt une mise sur pied de conditions nécessaires pour assurer une évaluation rigoureuse des demandes, pour assurer une évaluation prospective, pour une harmonisation à travers la province. J'avais sorti un cas clinique pour vous illustrer les choses. Je vois que j'ai le temps de le passer, donc je vais vous présenter le cas. Donc, c'est le genre de cas, comme on l'a entendu ce matin, c'est vraiment quelque chose de plutôt rare. On n'est pas en train de dire que tous les patients avec des troubles mentaux vont se rendre jusque-là, mais pour vous donner une saveur du genre de patient de qui on parle. Et je vais vous dire que c'est un vrai cas. On a eu la permission du patient et de sa conjointe pour parler du cas de M. L, qui est un patient de 62 ans et qui a un trouble obsessif-compulsif réfractaire depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, un trouble obsessif-compulsif, c'est qu'on a des idées obsédantes qu'on n'est pas capable de se débarrasser, et ce qu'on fait pour essayer de se débarrasser de ces idées obsédantes-là, c'est différents rituels, différentes compulsions, comme par exemple l'obsession d'être contaminé et le rituel de se laver les mains. L'obsession, par exemple, que la maison va passer au feu, et le rituel de vérifier plusieurs fois si on a éteint toutes les lumières, si on a éteint le four, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on a un TOC. Ce patient-là a commencé ses symptômes de TOC à l'enfance. Il y a eu aussi des difficultés d'apprentissage. Ça a affecté sa scolarité, faisant en sorte qu'il a terminé ses études en secondaire 2 et est rentré sur le marché du travail. Mais malgré ces symptômes, il a toujours été capable de compenser, puis il est resté fonctionnel jusqu'à sa mi-trentaine. Après une chirurgie,
Et ça, on le voit souvent dans différents troubles mentaux. En fait, même dans les troubles physiques, quand on a un stresseur important, on peut avoir une rechute et c'est ce qui est arrivé. Donc, après une chirurgie, il y a eu une rechute de son trouble obsessionnel avec des obsessions de plus en plus envahissantes par rapport à la contamination par ses selles sur des objets, tant au travail qu'à l'épicerie, à la maison, ce qui a fait qu'il a arrêté de sortir pendant plusieurs années. Il n'a plus été capable de travailler, il était complètement paralysé. Et le trouble obsessionnel, il faut comprendre que c'est un trouble anxieux, n'est-ce pas? Donc, des moments d'anxiété extrême qu'on peut appeler un status panicus là, continuel, et même avec des fortes doses de médication, pas capable de réduire l'anxiété chez ce patient-là. Ce patient-là a eu des dépressions secondaires et des idées suicidaires qui ont nécessité plusieurs hospitalisations. En termes d'accès, c'est le genre de patient auquel je faisais référence tantôt. Donc, c'est quelqu'un qui est rentré dans le système et qui a vraiment eu accès à tous les traitements possibles. Donc, toutes les molécules pharmacologiques ont été essayées. Il y a eu une thérapie cognitive à l'intérieur de l'hôpital. Il y a eu une implantation intracérébrale d'une électrode pour stimuler une capsule interne, ce qui est plutôt embryonnaire comme traitement, je vais dire ça comme ça. Il y a eu des protocoles de stimulation magnétique transcrânienne. Il y a eu 4 protocoles différents. Il y a eu des ECT. Il y a même eu la kétamine en intraveineux, qui est un traitement novateur qu'on a, mais tout ça a été vraiment un échec complet. Malgré que sa famille a déménagé en maison multigénérationnelle pour essayer de l'aider à rester avec la famille, sa femme s'essouffle. Et ensemble, ils commencent à réfléchir à est-ce qu'ils devraient le placer dans un foyer d'accueil. Au cours des années, tant quand le patient est venu en individuel que quand le patient était avec sa conjointe, ils se sont informés calmement, avec une bonne réflexion, à savoir est-ce qu'à un moment donné, l'AMM pourrait être une option et si oui, ils aimeraient en discuter en tant que couple avec leur médecin traitant. Donc, c'est le genre de cas dont il s'agit. Ce n'est pas le pain et le beurre de la psychiatrie de tous les jours. C'est vraiment, comme disait Dr. Bureau, les cas absolument réfractaires qui sont une minorité parmi une minorité.